Le président fort sera-t-il assez fort pour jouer le médiateur entre le Mali et la CEDEAO? C'est une grande question que l'on se pose. Eh bien, le Togo pourrait-il jouer les médiateurs entre le Mali et la communauté internationale? C'est en tout cas la demande des autorités maliennes de transition. Le mercredi 4 mai, une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a achevé une visite à Lomé au cours de laquelle il a demandé au Togo de soutenir l'effort de dialogue malien avec la communauté internationale et de prendre des initiatives de facilitation, demande à laquelle les autorités togolaises ont répondu favorablement. Mais selon nos informations, l'initiative est pour le moment strictement bilatérale. Eh bien, que vous inspire cette démarche des autorités maliennes? Va-t-on vers la fin du bras de fer avec la CEDEAO? La question vous est posée ce soir. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette dernière édition de la semaine de votre émission Le Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur Foyou Média, vous ne vous trompez pas d'adresse. Et vous faites bien d'y rester puisque nous revenons sur la question malienne, c'est l'actualité, avec une grande interrogation. Le président togolais, Faure Gnassingbé, sera-t-il assez fort pour la médiation entre Bamako et la CEDEAO? C'est une question que l'on vous pose également. Votre contribution sera la bienvenue sur tous les canaux de diffusion de Foyou Média. Pour en parler, nous avons nos invités. Ils sont trois, 2 au Mali et 1 sur le plateau central. C'est bien notre consultant permanent, vous avez deviné. Jonathan Batengene est avec nous. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Bachir Mohamed Ladan. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde en ce moment, tous les panafricanistes qui sont scotchés et qui vont réagir tout à l'heure du côté de la régie. Bonsoir à la direction générale qui supervise, coordonne les opérations ici. Un bonsoir aux autorités de l'État du Cameroun qui veillent à ce que ce pays continue d'avancer, quoique lentement mais sûrement. En particulier, bonsoir aux forces de sécurité et de défense qui assurent l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci d'être avec nous, très cher Jonathan Batengene. Eh bien, votre présence nous honore à chaque fois, comme celle de notre ami Issa Diawara, qui de plus en plus se familiarise aux téléspectateurs et téléauditeurs de Foyou Média. Bonsoir Issa, en direct de Bamako. Bonsoir à vous, M. Bachir. Bonsoir à mon frère Jonathan sur le plateau. Bonsoir à tous ceux qui suivent Foyou Média. Bonsoir à tous nos frères panafricanistes. Merci. Merci d'être là, très cher Issa. Et bien sûr, on retrouvera le moment venu Amina Fofana. Bien sûr, on l'appelle la lionne indomptable du Mali pour ses positions. Et je rappelle qu'elle est membre du CNT, le Conseil national de transition, et également à la manœuvre dans les révolutions ou les manifestations révolutionnaires qui ont conduit au changement de régime du côté de Bamako, tout comme Issa Diawara. Messieurs, plantons le décor. Je voudrais vous proposer de prendre un élément de nos confrères qui va nous permettre de comprendre comment ça s'est passé pour que le Mali sollicite l'intervention du Togo pour la médiation. On y va avec la réalisation. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, accepte de jouer le rôle de médiateur dans la crise entre le Mali et plusieurs organisations régionales et internationales. Le Togo est un pays de dialogue toujours disposé à aider les pays frères à trouver la voie de la paix et de la stabilité, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie togolaise Robert Dussé à Lomé. Le gouvernement militaire de Bamako est allé chercher le de son voisin alors qu'il subit de plus en plus de pression, surtout de la CEDEAO, pour établir un régime civil suite au putsch militaire de 2020 et 2021.
Depuis le 9 janvier, Bamako est visé par des sanctions économiques mises en place par la communauté ouest-africaine. Des élections prévues en février dernier ont été repoussées par le président intérimaire Assimi Goïta et ses pairs. Et fin avril, les militaires ont annoncé qu'en raison de la situation sécuritaire critique et des réformes à mettre en place, 2 ans leur étaient encore nécessaires, défiant le délai de 16 mois maximum fixé par l'Organisation économique régionale. Merci donc à nos confrères d'Africa News pour cet élément. Eh bien, nous revenons sur le plateau et nous commençons par vous, Issa Diawara. Vous êtes sur place à Bamako. Comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie? D'accord, voilà. Nous retournerons vers Issa Diawara tout à l'heure. Je crois que nous sommes plutôt avec Amina Fofana qui nous a rejoint. Amina Fofana, bien le bonsoir. Merci d'être avec nous sur les antennes de Foyou Média. Eh bien, nous posions la question à notre ami Issa Diawara, celle de savoir comment la nouvelle a été accueillie, celle de la demande de Bamako pour que le Togo joue les médiateurs entre Bamako justement et la CEDEAO. Bonsoir Bachir, bonsoir à tous qui nous suivent en ce moment. Merci à l'équipe technique de For You Media. Et même si Mme Maniela Sike n'est pas sur le plateau, il faudra lui transmettre mon bonsoir également. Bon, c'est pas à la base, c'est pas le Mali qui a demandé que ce soit Faure Gnassingbé qui devienne le médiateur, je ne pense pas. Ça, c'est une pure propagande. Donc, on est à une phase où tout stagne. C'est ça le problème. Donc, qui que ce soit peut débloquer la situation sera de bonne volonté. Toute personne de bonne volonté sera la bienvenue. Il se trouve que entre le président Faure Gnassingbé et le président Assimi Goïta, le courant passe. Donc pour moi, ça c'est une évolution vers la levée des sanctions, tout simplement. Marche vers la levée des sanctions, mais et pourquoi avoir accepté la médiation togolaise plutôt que celle algérienne qui avait été proposée par le passé? La médiation algérienne, je ne sais pas si c'est le Mali qui l'a refusée. Franchement, je n'ai pas suivi ça. Sinon, l'Algérie est très très bien placée parce que c'est grâce à l'Algérie que le débat sur les élections au mois de février passé a été clos. Donc moi-même, je préfère l'Algérie. Peut-être qu'ils se sont dit, le Ouattara, que l'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO. C'est peut-être l'une des raisons. Sinon, moi, je pense que l'Algérie est très très bien placée pour mener cette médiation à bien. À défaut, le président togolais aussi peut servir de médiateur parce qu'il s'entend avec notre président et il s'entend aussi avec les Ouattara et consorts là. Donc, je leur souhaite bonne chance, c'est tout. Sinon, si la population veut quitter la CEDEAO complètement, c'est ça la position du peuple malien et du peuple africain. Alors, et là, c'est l'activiste qui parle ou bien c'est... Là, c'est l'activiste qui parle ou c'est le membre du CNT? Quand vous dites la population veut quitter la CEDEAO tout simplement, je voudrais bien comprendre, est-ce que c'est l'activiste Amina Fofana qui parle ou bien le membre du CNT Amina Fofana? Non, moi je parle ici en tant que panafricaine, pas en tant que membre du CNT, pas du tout. Tu sais, vous savez, Bachir, on a commencé cette lutte bien avant, donc ça continue. Voilà, c'est toujours dans la même perspective. Il y a beaucoup de réclamations de la part du peuple de sortir de la CEDEAO et de sortir du G5 Sahel. Tout ça, c'est pour éviter les problèmes de la France. C'est tout. C'est le peuple qui le demande, quoi, jour et nuit. Les gens, même si vous partez en commentaire tout de suite, les gens disent, mais qu'est-ce que le Mali fait encore dans la CEDEAO? Donc, c'est pas le membre du CNT qui parle, c'est bien la panafricaine qui parle. Très bien. En tout cas, ça nous rassure. Merci d'être là, Amina Fofana. Je sais que votre temps, il est très, très limite. Voyons ce qu'en pense notre cher Issa Diawara. Alors, Issa, le Togo qui accepte de jouer les médiateurs entre le Mali et la communauté internationale, pensez-vous que le président Faure Gnassingbé soit assez prêt pour mener à bien cette médiation? Ok. D'abord, il faut voir pourquoi le choix du président Faure Gnassingbé. Je pense que c'est un homme qui s'est proposé plusieurs fois. Nous savons qu'il est déjà venu ici et qu'il a des contacts.
avec, en tout cas, les autorités militaires au pouvoir au Mali, ils ont beaucoup de contacts. Et il faudrait voir dans la CEDEAO peut-être qui de mieux pour accomplir ces tâches. Parce que ce qu'il a en commun avec les autorités actuelles du Mali, c'est qu'ils sont tous des militaires. Ça, c'est un point commun qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que là, ils parlent, ils sont prêts à parler le même langage. Donc, c'est un peu, ça peut être le seul point qui fait les deux autorités. Donc, c'est d'abord des militaires qui peuvent parler ensemble le langage militaire. Et n'oubliez pas que Fort Gnassingbé, c'est les partisans, au moins au sein des... Nous savons que c'est un pion de la France-Afrique. Hein. C'est un pion de la France-Afrique. Nous savons que c'est un monsieur qui n'est pas... En tout cas, qui fait beaucoup de mal dans son pays. Ça, nous le savons. Nous savons qu'il y a des opposants enfermés là-bas. Nous savons qu'il était vraiment un fils de la France-Afrique. Maintenant, il faudrait voir parmi tous ces leaders de la CEDEAO, avec qui le Mali peut-être peut prendre langage, peut prendre langue, discuter ensemble. Je pense que ça ne peut être peut-être que lui, il peut être un choix par défaut. C'est un choix par défaut. Il faudrait voir pourquoi il est choisi. Nous savons que les militaires au pouvoir au Mali sont très, très intelligents. Ce sont des paramètres dans lesquels, en tout cas que nous allons développer au fur et à mesure que le débat va avancer. Ce sont des gens très intelligents, très stratèges. Et pour être dès le début, quand vous avez dit comment cela est accueilli ici auprès de l'opinion nationale, je vous l'ai dit, c'est de façon un peu timide, avec prudence, parce qu'il y a une forte attente des populations du Mali de sortir de la CEDEAO, de sortir de la zone France-CFA, comme le disait notre sœur Amina Popana. Mais il faut retenir que ces militaires-là savent, en tout cas, choisir soigneusement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont une longueur d'avance. Des gens qui ont mis la France à genoux, je pense qu'il y a toujours une idée derrière ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que les gens seront beaucoup surpris. Et il faudra voir au sein de la CEDEAO, si Fort Gnassingbé échoue, que peut être la répercussion, qu'est-ce que ça va entraîner, comment il va se sentir dans la CEDEAO, vu qu'il a déjà accepté. Et s'il réussit, qu'est-ce que le Mali va réussir encore dans son bras de fer contre la France? Est-ce que le Mali n'est pas en train de ranger d'abord les frères de la CEDEAO à côté pour affronter la France encore beaucoup plus frontalement, vu que l'escalade entre le Mali et la France est en train d'atteindre le volet militaire. Là, nous sommes sur un face-à-face presque militaire. Est-ce que le Mali a intérêt de multiplier des fronts militaires partout avec la CEDEAO, ou il faut d'abord calmer la tension avec les États frères de la CEDEAO, régler le cas de la France et ensuite venir nettoyer dans la maison? Ce sont des questions, en tout cas, entre autres, qui nous soumettent à des réflexions. C'est un peu dans ça que je suis en train de voir des choses. Je le répète, Fort Gnassingbé, c'est le partisan des militaires au pouvoir. Et n'oubliez pas, il est aussi en train de se préparer lui-même. Parce que Fort Gnassingbé a déjà fait 4 mandats. Bientôt, il va entamer son 5e mandat, c'est ce que je vois, en 2025. Donc, il faut avoir un allié de taille au sein de la CEDEAO. Et cet allié de taille, d'ici 2025, le Mali aura sans doute fini avec toutes ces choses. Il ne veut pas que le Mali sorte aussi de la CEDEAO. C'est dans cet angle aussi qu'il faut analyser cela. Parce qu'en 2025, il aura besoin du Mali, qui est le 3e PIB de l'UEMOA. Et ensuite, c'est une puissance, voire la 2e puissance militaire aujourd'hui de la CEDEAO, selon les estimations du bloc impérialiste. Sinon, pourquoi ne pas dire même la première puissance militaire de la CEDEAO? Donc, c'est entre autres de telles réflexions que nous pouvons peut-être développer au fur et à mesure que le débat va avancer. Très bien. Merci Issa Diawara. Alors, timidité et prudence, c'est ce que nous dit Issa Diawara, compte tenu quand même de la proximité du président Fort Gnassingbé, toujours selon Issa, avec le réseau France-Africain. Alors, Fort Gnassingbé, il est très ami avec les militaires au pouvoir à Bamako, mais également très proche du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui est quand même l'une des locomotives de la CEDEAO. Très cher Jonathan Batengene, comment vous appréciez cela? Oui, il y a que le Togo joue également sa survie économique. C'est quand même un marché de 85 milliards de francs CFA, le Mali. Et le Togo est le 3e fournisseur en biens dans la place de l'Afrique de l'Ouest pour le Mali. C'est donc un marché important que le Togo voit se refermer
du fait de l'embargo. Oui. Ayant constaté quelles pourraient être les pertes potentielles pour son pays, le président Faure Gnassingbé a engagé, c'est d'ailleurs l'objet de sa visite le 14 avril 2022 à Abidjan, oui, où il a rencontré le président Ouattara, pour parler de ce qu'il était en désaccord avec la vision qui avait été portée par le président Nana Addo. Il faut dire en passant que les deux présidents, il paraît que le torchon brûle. Et le président Faure n'a pas manqué de dire quel était... Vous voulez dire le torchon brûle entre qui? Entre le président Nana Akufo-Addo et le président Faure Gnassingbé. D'accord, d'accord. Du fait justement de l'embargo qui a été signé, parce qu'il faut noter que ce n'est pas seulement le cas malien, oui. Il y a également le cas burkinabé. Et vous savez que le Burkina et le Mali sont des pays frontaliers du Togo. Donc, et c'est des pays qui, dont les économies sont vitales pour l'économie togolaise. Donc, dans ce cadre-là, le président Faure Gnassingbé est en train de voir comment redonner à son pays, parce qu'il parle là des enjeux de croissance pour les années à venir. Il ne faut pas que son pays subisse du fait de l'embargo. Il est en train de travailler à ce que le Mali et le Burkina sortent de cette situation d'embargo. C'est d'ailleurs pourquoi il est allé rencontrer comment dire, le petit sous-préfet de la France pour l'Afrique de l'Ouest, le président Ouattara, pour lui dire, dans cette situation, je sais que Nana Akufo-Addo, c'est peut-être un intermédiaire de second plan, oui. Mais toi, tu es peut-être le leader de cette posture. Il faut qu'on voie comment sortir ces pays. Donc, ça a été certainement là le point de convergence entre les positions de Bamako, mais aussi de Ouagadougou, parce que les deux situations sont finalement liées. Ça a été le point de convergence avec la position de Lomé. Oui. Aujourd'hui, Lomé veut se positionner comme étant le pays qui ne veut pas subir ces sanctions. Il faut noter que le Sénégal, c'est les populations sénégalaises qui l'avaient fait, mais la Côte d'Ivoire, pour des raisons actuelles de proximité entre les autorités locales et la France, quoique étant le premier fournisseur et donc le pays qui subit le plus l'embargo, ils ne veulent pas aller dans le sens de l'ouverture, de la résiliation de cet embargo au niveau de la CEDEAO. Il y a donc le Togo qui est en train de mener cette tractation. C'est dans ce cadre que le Togo est en train d'agir. Il faut voir là un enjeu stratégique qui a beaucoup plus un impact économique. Ce n'est pas forcément que le Togo soit aligné sur les positions de Bamako, mais le Togo se dit cette affaire politique en interne à Bamako peut se résoudre entre Maliens sans toutefois que ça affecte l'économie togolaise. Donc, le président Faure Gnassingbé est en train de manœuvrer à sa manière pour que le Mali retrouve sa place, sa pleine jouissance au sein de la CEDEAO et que les échanges finalement retrouvent la normale entre lui. Est-ce que ça va se faire facilement à votre avis? Est-ce que ce sera facile quand même de réussir à convaincre les autres pays de la CEDEAO sur l'apaisement des tensions entre ces pays et le Mali, quand on sait quand même que ces pays n'ont pas daigné respecter leurs propres lois? Je parle bien de la Cour de justice ouest-africaine qui a finalement annulé les sanctions contre le Mali et cela n'a pas été appliqué ni par l'UEMOA ni par la CEDEAO. Il faut noter que la rencontre avec les autorités de Bamako fait suite à la première rencontre avec le président Ouattara. Oui. Ça veut dire qu'au niveau du président Ouattara, le président Faure Gnassingbé a dû prendre des engagements. Il a dû dire certainement, il a dû prendre des engagements en vue de l'apaisement des relations entre la CEDEAO et les autorités maliennes actuelles. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait aboutir? Tout dépend du contenu de la proposition ou de la feuille de route qu'il s'assigne et qu'il a négocié avec les autorités d'Abidjan. Mais il faut noter une chose. Les autorités d'Abidjan, si elles imposent l'agenda qui leur a été servi par l'Élysée et que cet agenda devient prioritaire, il ne faut pas se bercer d'illusions. Le divorce étant engagé entre Bamako et Paris, ce divorce ne va que s'amplifier dans cette relation-là. Donc, le risque que prend le président Faure Gnassingbé ici, c'est un risque soit de jouer les intermédiaires entre Paris et Bamako,
soit de devenir le dindon de la farce, c'est-à-dire se retrouver à ne rien obtenir dans cette négociation. Il faudrait que les autorités de Lomé aient leur propre agenda et imposent leur propre agenda, qui est, on l'a dit, purement un agenda économique, et qu'elles apportent dans cet agenda économique des points de convergence avec la partie malienne, de telle sorte qu'il ne soit discuté à l'intérieur que des éléments dans l'agenda économique. Si c'est des éléments qui viennent empiéter sur la souveraineté de l'État du Mali, parce qu'il faut noter que les points sur lesquels l'État du Mali s'est montré très catégorique, c'était des points qui touchaient à la souveraineté populaire. Tout à fait. Parce que l'État du Mali, pour aboutir à la feuille de route de transition, a dû engager des consultations avec les leaders de la société civile, des leaders politiques et l'ensemble des représentants du peuple dans les couches intermédiaires. Et c'est ce qui a permis d'aboutir à une feuille de route qui est finalement devenue le plan de transition du gouvernement actuel. Donc, casser cette dynamique populaire, cette union entre le peuple et ses gouvernants, c'est vraiment empiéter sur la souveraineté de l'État du Mali. Il faut donc que les autorités du Togo aient assez de dextérité, à la fois pour respecter la volonté populaire des Maliens et apporter des garanties au niveau de la CEDEAO quant à ce que l'ouverture, l'embargo ne va pas être la fin de la promotion, entre guillemets, de la démocratie. Très bien. Donc, c'est un enjeu économique, mais c'est vraiment une position risquée que prend le Togo. Alors, enjeu économique, Amina Fofana, aujourd'hui, tout le monde l'a constaté, hein, l'embargo sur le Mali a eu un impact justement sur le plan économique dans toute la sous-région. Est-ce que la CEDEAO sera-t-elle conciliante vis-à-vis du Mali à travers cette médiation togolaise? Allô, Bachir? Oui, Amina. Oui, je n'ai pas... Voilà, alors l'embargo sur le Mali, je le disais, a eu un impact finalement sur le plan économique sur toute la sous-région. Quelle sera l'attitude ou quelle pourrait être l'attitude de la CEDEAO aujourd'hui face à cette médiation togolaise? Bon, la CEDEAO, ça reste un instrument entre les mains de la France. Parce que qui finance une organisation domine de par sa volonté cette organisation. Donc la CEDEAO étant financée à hauteur de 70% par la France et l'Union européenne, surtout par la France en majorité. Donc on ne peut rien attendre de bon de la CEDEAO. Vous voyez que ce sont des présidents inconscients qui se fichent carrément de leur peuple, qui se fichent carrément de leur population, qui n'ont pas de mal à détruire des boulots, qui n'ont pas des destins des gens de leur pays, simplement pour être au bon service de la France. Ce sont des gens qui n'ont aucune... Ce n'est pas des Africains en fait. Ils sont noirs comme nous, mais ils ne sont pas du tout africains. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'on pourra attendre de la CEDEAO. Mais par contre, l'État malien doit soit faire en sorte que l'embargo soit enlevé ou qu'on quitte la CEDEAO. C'est l'un ou l'autre. Donc, moi, je pense plutôt qu'avec Faure, je soupçonne que l'on se dirige vers la levée des sanctions. Parce que ces sanctions-là ont plutôt renforcé le Mali. Les paiements sont effectués, les salaires sont faits, tout est fait à temps. Donc, il n'y a aucun retard. Et vous avez vu que le soutien, de toute façon, leur position criminelle envers les dirigeants maliens et envers le peuple malien a créé davantage de soutien. C'est-à-dire que ça fait en sorte que le peuple s'investit davantage, le peuple soutient davantage son gouvernement et puis sa transition une bonne fois. Donc voilà, moi personnellement, j'attends rien de la CEDEAO, sincèrement. Parce que c'est une organisation de la France et dans son état actuel, rien ne pourra marcher.
sauf si certains présidents quittent là, d'une manière ou d'une autre. Je ne fais pas l'apologie du coup d'État, mais moi je pense que les militaires des autres pays de la CEDEAO doivent voir les choses, doivent essayer de prendre, je parle des militaires patriotes, doivent essayer de prendre les choses en main, comme par exemple au Niger, et surtout au Niger, aussi en Côte d'Ivoire. C'est quand même dommage tout ça, parce que maintenant, tout le monde a l'éveil de conscience, mais ces gens-là continuent de piétiner les peuples. Et ça ne peut aller, ça peut pas marcher, quoi. Ça ne saura être éternel. Donc, comme mon frère Issa même a dit que Faure tout à l'heure, que Faure est de la France-Afrique, oui, Faure est bel et bien de la France-Afrique. Et il a violé la Constitution à plusieurs reprises. Donc, il vient en médiation. C'est pour pouvoir lever les sanctions, c'est tout. Sinon, sincèrement, la médiation de l'Algérie aurait été beaucoup mieux que celui des gens de la France-Afrique, parce que l'Algérie n'est pas du tout soumise à la France. L'Algérie a son indépendance. Donc, voilà, on n'entend rien de la CEDEAO, rien du tout. Par contre, comme je l'ai dit, je vais le répéter, soit on lève les sanctions, soit on quitte la CEDEAO, parce que là où on est, on ne peut pas rester comme ça, quoi, sans choisir un côté. Lever les sanctions, soit quitter la CEDEAO. Mais Amina, lever les sanctions, quitter la CEDEAO, et pourtant le Mali se porte presque bien, et vous l'avez dit, les salaires sont payés à temps. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas une façon de demander à la fois le beurre et l'argent du beurre? C'est-à-dire vous vous portez bien sans la CEDEAO, visiblement, je vais dire, malgré les sanctions. Oui, bien sûr qu'on se porte bien. La CEDEAO, ce n'est pas ces chefs d'État bandits. Oui. La CEDEAO, c'est une communauté. La CEDEAO, c'est la communauté de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement dirigée par des présidents esclaves à la solde de la France. Donc, nous ne pouvons pas tourner le dos aux populations. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la diaspora malienne qui est un peu partout, surtout même au Cameroun, il y a la diaspora malienne. Donc, c'est une affaire de communauté, mais nous soutiendrons notre État si c'est nécessaire, et nous lui conseillons même de quitter la CEDEAO. Mais après, c'est à eux de décider. Et ce qu'ils vont décider, c'est qu'ils auront pris, puisqu'ils sont très intelligents, ils ont un temps d'avance, même sur la France, à plus forte raison, les enfants de la France. Donc, on va suivre, on va les soutenir, on va suivre leurs décisions, parce que tout ce qu'ils ont posé comme acte depuis qu'ils sont venus n'ont été que salutaires, et pour le Mali et pour l'Afrique. Voilà pourquoi nous allons rester derrière eux, parce que c'est eux qui maîtrisent tous les contours, c'est eux qui maîtrisent tous les paramètres. Quand même, le Mali se porte très bien, et le Mali traite avec la Guinée, le Mali traite avec la Mauritanie. Donc, la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO ont échoué. Et il faut savoir que nos dirigeants ne sont pas contre les présidents voyous de la CEDEAO. Non, bien au contraire. Nos dirigeants sont contre un État permanemment criminel qui s'appelle la France. Donc, ce sont eux, les chefs d'État de la CEDEAO, qui se sont dressés contre notre État. Sinon, notre État n'est pas en train de les contre, pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce bras de fer. Donc, s'ils décident que l'on reste là-dedans, moi, ça ne nous dérange pas. S'ils décident que nous sortons de la CEDEAO, on va les acclamer. Hein? On va les acclamer très fort. Mais il ne faut pas que la situation stagne. C'est ce que j'essaye de dire. Oui. Très bien. Alors, il ne faut pas que la situation stagne, c'est ce que nous dit Amina. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs, ceux-là, j'avais même oublié que vous devriez participer aussi à l'émission. Merci en tout cas de nous faire signe Lamine Diop et Ken qui sont déjà en place. On revient à vous dans quelques minutes, le temps d'aller vers Issa Diawara. Issa Diawara, alors, on dit souvent du Togo qu'il est très allié à Bamako. Est-ce que dans ce cas, la médiation ne manquerait pas un peu d'objectivité? Ça serait du temps mieux pour le Mali, peut-être du côté de la CEDEAO. Je vous ai dit, je l'ai dit, je le répète, une fois de plus, que la médiation togolaise marche, fonctionne, cela va dans l'intérêt du bloc de la France-Afrique.
va de l'intérêt de la CEDEAO. Parce que si un président, en tout cas un enfant de la France-Afrique, de la taille de M. Faure Gnassingbé, échoue à convaincre ses pairs, mais là, ça serait très grave, ça serait dommage. C'est l'avenir qu'il faut envisager dans la CEDEAO. C'est surtout l'avenir qu'il faut envisager dans la CEDEAO. C'est cette crainte qu'il faut avoir pour la CEDEAO et non pour le Mali. Le Mali est serein derrière son avenir. Que le Mali reste dans la CEDEAO, nous continuons notre marche en avant. Que le Mali ne reste pas dans la CEDEAO, nous continuons notre marche en avant. C'est voir la CEDEAO et quel instrument. Vous savez, l'objectif principal de la CEDEAO, c'est quoi? Dans les textes même de la CEDEAO, c'était de construire une forte communauté économique. Et surtout, l'idée, c'était quoi? À l'époque, on était dans beaucoup de coups d'État. Rien n'était stable en Afrique de l'Ouest. Il était question de se protéger d'une quelconque invasion même extérieure. Puisque beaucoup de chefs d'État étaient assassinés à partir de l'extérieur. Donc il fallait se protéger. Les chefs d'État de l'époque avaient compris que aucun État ne pouvait faire face à l'Occident étant seul. Donc il fallait se couvrir, il fallait se donner la main, il fallait constituer une communauté forte. Mais ce qui se passe, c'est que cette communauté qu'on a constituée est vite récupérée par l'Occident, qui aujourd'hui est en train de monter les États de cette même communauté les uns contre les autres. Donc, au départ, l'idée était de se protéger. Ça n'a jamais été de se faire la guerre à l'interne, de se sanctionner à l'interne. Ça ne peut pas partir. Fermer les frontières les uns contre les autres, ça n'existe pas. Mais si tel est le cas, pourquoi avoir un passeport CEDEAO? Moi, par exemple, j'ai un passeport CEDEAO qui me permet de voyager dans tous les pays de la CEDEAO. C'est pour rapprocher les familles, pour rapprocher les peuples qu'on a construit la CEDEAO. Et c'était pour protéger les États de la CEDEAO, un peu comme l'OTAN, un peu comme le bloc de l'OTAN au niveau de l'Occident, contre toute agression extérieure, un peu comme l'URSS dans son temps. C'était un peu ça la CEDEAO. Ce n'était pas pour que vous assistez à des pays de l'OTAN qui vont se faire la guerre, comme la France, l'Allemagne ou bien la France, la Pologne. Non. Nous sommes surpris de voir que des États de la CEDEAO sont en train de fermer leurs frontières au Mali. Ça n'existe dans aucun texte de la CEDEAO. Il y a une chose qui est passée peut-être et que les gens n'ont pas beaucoup commenté. Vous savez c'est quoi? La Cour de la justice de l'UEMOA, son verdict. Mais c'est un message fort qui n'a pas été suffisamment exploité. Voici des dignes patriotes, des dignes enfants d'Afrique qui ont montré à leurs chefs d'État qu'ils sont illégaux. Mais puisque la CEDEAO même, c'est la somme des chefs d'État. Voilà. Alors, on perd un peu... Un seul chef d'État de la CEDEAO qui respecte... Alors, Issa, je reviens. Je crois qu'on a été coupé avec Issa Diawara. On y retourne dans quelques instants. Le temps, pourquoi pas, de prendre ces appels qui nous viennent à la fois de Genève et du Cameroun. Lamine Diop essaye de nous joindre déjà depuis plusieurs minutes. Est-ce qu'on peut prendre l'appel de Lamine avant de poursuivre? Allô, Lamine? Lamine Diop, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Fouillou ainsi que votre régie technique, bonsoir à l'ensemble des panélistes. Tout premièrement, bienvenue à ma chère Amina Fofana, une invitée vedette particulière car elle est l'une des combattants de la vie politique patriotique malienne et elle la connaît et elle l'analyse mieux que quiconque selon moi. Bienvenue à ma chère sœur. Et aussi, bonsoir M. Batengene et puis M. Diawara. Disons que mon cher Bachir, Faure Iyadema est un des sous-vigiles du maître colon de la zone Tougon-Ouattara. Je suis frappé d'abord de voir ce personnage être choisi comme médiateur par le pouvoir central de Bamako. En gros, sa médiation sera fort probable infiltrée par les vigiles de la sous-région francophone qui est la France. Maintenant, la question fatidique, c'est de déterminer est-ce que le choix Iyadema est-il la bonne méthode ? Oui. Ou encore, est-ce que c'est la seule méthode possible?
Dans une démarche panafricaine et patriote, je pense que cette méthode n'est pas satisfaisante pour autant. Bien sûr, quand il y a un cas politique comme celui du Mali actuel, qui doit répondre à certaines prérogatives internationales, dont je suis farouchement opposé sur le fond, car pour moi, un pays doit répondre à une seule prérogative, c'est-à-dire nationale. Donc la question d'une médiation se pose naturellement, j'imagine. Ensuite, quand le vigile local des maîtres de la zone et les différents bailleurs de fonds maliens ne sont pas d'accord à propos de la politique au Mali, il est évident qu'il faut bien se tourner vers cette sorte de médiation électoraliste pour rétablir la confiance et les outils de travail existants ou recréer et vérifier que les nouvelles normes existantes ou redéfinies sont applicables auprès des bailleurs de fonds maliens internationaux sataniques et toxiques tels que le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, etc. et j'en passe. Puis, s'agissant de la question patriotique politique qui est en Mali définitivement non assujettie à la France, et quand ceci peut laisser apparaître une contradiction entre la ligne politique du pouvoir central de Bamako actuel et celle de celui qui incarne ce rôle de médiateur, qui va sans doute être le cas, c'est tout de même un peu embarrassant. Et en fait, dans un pays qui est en train de chasser la France politiquement et culturellement sur son territoire, il est évident qu'une décision de choisir ce sous-vigile sous-régional et ADEMA, une décision qui n'est pas une transgression des lignes de conduite politique malienne, mais qui est plutôt une technique procédurale, mais pose quand même une question de méthode, et j'espère bien, selon moi. Belle fin d'émission, à bientôt, merci. Merci très cher Lamine Diop pour la contribution. Je rappelle qu'on retrouvera Issa Diawara et Amina dans quelques instants. On reste au téléphone avec Ken qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir Ken. Bonsoir frère Bachir Ladan. Bonsoir. Idem à tes brillants invités. Merci. Merci pour le débat de ce soir. On ne voit pas très bien la pertinence qu'il y a à ce qu'un médiateur prenne part à une crise politique comme celle du Mali, où on voit clairement le gouvernement de transition au Mali qui, dans sa logique légitime et impartiale de défense de la sécurité et de l'intégrité du Mali, suivant qu'il fait la volonté du peuple souverain du Mali, fait depuis de nombreux mois déjà face à une organisation soit dite africaine, fut-elle la CEDEAO, qui, à la solde de ses maîtres impérialistes de l'Occident, veut cracher sur la palissade suivant laquelle, lorsque le pouvoir d'État dans un pays est entre les mains d'un gouvernement qui est et qui fait la volonté du peuple souverain de ce pays, alors, quelle que soit l'organisation qu'on estime être, on doit se soumettre à la volonté du peuple souverain. À moins que la CEDEAO fait dans un leurre ou une supercherie de démocratie. Si le président togolais Faure Gnassingbé met en avant la dignité et la jugeote, alors c'est dans ce sens qu'il devra raisonner la CEDEAO. Voilà, frère, je m'arrête ici. Je te rends le micro et je reste à l'écoute pour la suite. Merci. Merci à vous également, très cher Ken, pour la contribution. Peter nous appelle depuis l'Écosse. Bonsoir, Peter. Bonsoir, M. Bachir. Merci beaucoup, Call Center. Je vais saluer vos invités, Mme Amina Fofana, puis tous ceux qui sont intervenus. Je vais être très bref pour ne pas prendre trop le temps. Mais moi, j'ai une petite question parce que M. Faure Gnassingbé, c'est un digne élève de la France-Afrique et du réseau français pour la mise en place des présidents africains et des coups d'État organisés. Tout le monde le sait que le Togo était à la base. Je suis aujourd'hui très surpris que la délégation malienne parte là-bas, même si il a changé de camp. Il ne faut pas oublier qu'il a toujours des relationships avec les USA. Donc moi, il y a beaucoup de questionnements.
Maintenant, s'il veut se, comment on dit en français, se racheter, voilà, ben, et qu'il s'engage vraiment pour trouver une solution pour le Mali, ça va lui coûter très cher, comme a dit M. Jonathan. Très cher parce que dans le pacte diabolique du Quai d'Orsay et de la franc-maçonnerie, on ne trahit pas le maître. Et si tu fais le betray ou bien le treating, tu es puni. Donc, il y a un punishment qui peut être établi pour lui. C'est-à-dire, ils vont commencer à secouer le Togo très bientôt avec les mouvements sociaux. Et comme ils ont toujours l'habitude d'utiliser les instruments pour s'aimer le chaos, comme ils ont fait en Ukraine en 2014. Et ça va peser beaucoup lourd sur M. Yassingbe, sachant que s'ils utilisent la force, ils vont utiliser leur réseau de ONG et de Human Rights pour dénoncer des atrocités ou de façon dont ils ont traité la population, et puis ça va faire un tollé sur lui. Voilà un peu le scénario qui peut arriver à M. Yassingbe pour ne pas avoir obéi aux ordres du colon. Voilà là où je vais beaucoup accentuer. Maintenant, si M. Assimi Goïta a envoyé ses messengers là-bas, bon, tant mieux. Si ça peut concourir à quelque chose de productif pour permettre de contourner le complot de M. le président de Côte d'Ivoire, tant mieux. Mais si c'est pour essayer, comme on dit toujours, même le président Gbagbo a dit que s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, tu essaies, si c'est pas bon, tu jettes. OK, qu'il essaie, mais il doit rester très prudent parce que je ne fais pas confiance à M. Yassingbe. Je m'excuse de le dire, mais son dossier est trop lourd et il a les mains trop sales. Donc, pour venir comme ça, c'est avec beaucoup de suspicion. Et on va regarder et on va voir ce qui va se passer. Et espérant qu'il va choisir vraiment le vrai combat et supporter des attaques qu'il va recevoir, un peu comme Viktor Orban de Hongrie, qui a dit non, moi je préfère m'approvisionner avec Russia, quelles que soient vos sanctions. Donc si lui, il dit qu'il est africain et qu'il préfère s'impliquer dans la résolution des problèmes politiques de l'Afrique de l'Ouest, tant mieux pour lui. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Bye. Merci Peter pour la contribution. Le standard reste ouvert à tous nos téléspectateurs. Vous pouvez nous contacter également par WhatsApp. Vous connaissez déjà le code sur le bas de votre petit écran. Alors, toute la question avec Issa Diawara, quand l'interruption s'est faite du côté du Mali. Issa, est-ce qu'Issa est avec nous? Pas encore. Et on peut retourner vers Amina. D'accord. D'accord, Jonathan Batengeni. Eh bien, finalement, beaucoup de méfiance, beaucoup de suspicion. Peter disait que Faure Gnassingbé, malheureusement, est un pur produit de la France-Afrique, d'où sa méfiance. Est-ce que dans ce cas, on ne pourrait pas voir la main mise de la France, justement, dans cette démarche de médiation? Il peut bien y avoir quand on voit par quel socle il est venu. Mais il ne faut pas aussi oublier que lors de son 4e mandat, Faure a fait l'objet d'une pression intense du mouvement OSIWA, Open Society in West Africa, Initiative in West Africa, oui, qui est un mouvement affilié à l'Open Society de George Soros, avec les réseaux qui lui sont connus, des réseaux qui également se sont retrouvés apparentés à la France-Afrique. Donc, le président Faure a une posture aujourd'hui de quelqu'un qui ne s'est pas totalement affranchi de la France-Afrique, ne s'est pas totalement affranchi des réseaux extérieurs, mais on ne peut pas lui prêter d'être totalement aussi à la solde de ces réseaux parce qu'il est dans une logique de volonté de cassure. Vous lui accordez le bénéfice du doute, donc? Il y a une véritable volonté au niveau du Togo de changer de cap. Et ça s'est matérialisé par un rapprochement avec la Chine, un fort rapprochement avec la Chine. Il faut noter aussi qu'au niveau du Togo, quand vous regardez les relations économiques, la diaspora togolaise au Mali a envoyé en 2020 9,4 milliards de francs CFA. C'est quand même important. Et lui, la diaspora togolaise au Mali est l'une des plus importantes et les plus actives dans l'activité économique du Togo. Vous avez également au niveau du Burkina, parce qu'il faut voir ce dossier comme un tandem. Le Togo se bat pour normaliser les relations, non pas seulement entre le Mali et la CEDEAO, mais également entre le Burkina et la CEDEAO. Et contrairement à une titraille qui est très tendancieuse, qui a été faite
à des buts de désinformation, mais surtout parce que ça relève de la tradition des médias mensonges. Le Togo n'a pas été proposé par le Mali ou bien par la CEDEAO. C'est le Togo qui s'est engagé dans cette action comme étant celui qui veut débloquer une situation. Parce que pour lui, c'est un enjeu majeur. Il faut noter que les deux pays, le Burkina et le Mali, sont les deux pays avec lesquels le Togo entretient les relations les plus intenses en Afrique de l'Ouest. Et ils sont considérés comme étant les pays avec lesquels la balance commerciale togolaise est favorable, est profitable pour le Togo. Donc, cette balance commerciale positive pour le Togo, c'est un manque à gagner si jamais ces marchés-là se refermaient. Regardez qu'avec le Burkina Faso, le Togo, c'est 75% du transit de marchandises du port de Lomé. Donc, vous voyez qu'il y a un gros gap à perdre et un gros gain à gagner, de gros gains qui risquent d'être perdus du fait de cette situation fâcheuse d'embargo. Donc, les Togolais sont actuellement en train de manœuvrer et nous interpellons les téléspectateurs à regarder un peu ce qui se passe dans le cas de la Russie, qui aujourd'hui nous permet de mieux lire la situation. Avec la Russie, l'embargo qui a été, ou bien les sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous avez des pays qui sont ultra dépendants du gaz russe et qui commencent à sentir que c'est une balle qu'ils se tirent dans le pied. Et ces pays rechignent désormais à s'engager dans le bloc des sanctions, retiennent même certaines sanctions ou bien se désengagent totalement de ces sanctions-là. Donc, c'est la même situation qui se passe actuellement. Peut-on voir cette démarche du Togo comme, je veux dire, sur le plan stratégique, comme une volonté aussi d'être en harmonie quand même avec les militaires, vu que Amina le rappelait, le président Faure est, je crois, à son 4e ou je ne sais plus 5e mandat, et s'il se porte bien quand même avec les voisins, les pays ne pourraient pas servir de base arrière en cas d'éventuelle tentative de déstabilisation. Il y a aussi ça. Il y a que l'expérience togolaise, certainement en matière de sécurisation de son nord, de son nord-est particulièrement, est en train de soulever au niveau du Togo des interrogations sur, parce que vous savez que les terroristes du Sahel se sont retrouvés également dans le nord du Togo. Oui. Donc, ils sont en train certainement de s'interroger s'il ne faudrait pas normaliser les relations avec Bamako. Mais puisque vous avez des personnes expérimentées au niveau du ministère des Affaires étrangères du Togo, ils veulent le faire dans les bonnes règles diplomatiques, c'est-à-dire en toute intelligence avec les chefs d'État de la sous-région. Nous n'excluons pas le fait que il y a des craintes, ce que dit notre sœur Amina Fofana, c'est tout à fait recevable, c'est-à-dire que le Togo étant un pays qui a eu des relations très accentuées, c'est que le papa Gnassingbé Yadema est un fruit de la France-Afrique. Il n'est pas exclu que dans ce cas-là, ça pourrait servir de cheval de Troie. Mais il faut bien retenir qu'il s'agit d'abord d'une démarche du Togo qui est vitale pour son économie. Si le Togo perd ce flanc-là, ce flanc nord des échanges qui lui sont profitables du point de vue de sa balance commerciale, le Togo risque de rentrer également dans une situation économique qui est préoccupante. Et les autorités togolaises savent ce que ça représente pour leur pays. Donc, cette importance vitale de la relation avec le Mali, avec le Burkina, amène les Togolais à sonner un son de cloche différent de celui de la CEDEAO. Très bien. C'est une initiative qui est beaucoup plus portée par le Togo et on doit prendre aussi ça comme les situations de retournement qui sont observées actuellement dans le monde entre les pays du bloc de l'Ouest qui se désolidarisent quand il s'agit des sanctions. Et même avec les non-alignés. Merci en tout cas. Alors Cyril Akpabie nous a écrit, voici ce qu'il dit. Accepter Faure Gnassingbé comme médiateur montre la maturité politique du gouvernement malien. De bons stratèges, s'exclame-t-il. Vous serez surpris du revirement spectaculaire. Alors, Issa Diawara, est-ce que vous partagez cet optimisme de Cyril Akpabie? C'est un de nos téléspectateurs qui nous suit depuis l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, je partage ça. Hein. C'est ce que j'avais dit depuis mes phrases introductives. Oui. Je l'ai dit, je le répète.
les militaires maliens au pouvoir sont des fins stratèges. Oui. J'ai à dire qu'ils ont réussi à terrasser diplomatiquement Emmanuel Macron. Ils sont en train de l'été, même l'Union européenne, ils sont en train de les terrasser sur le plan militaire. Donc ce sont des fins stratèges. Pour les avoir suivis depuis un moment, analyser un peu leur prise de décision, je sais que ce sont des gens, faites beaucoup attention. Généralement, quand vous les cherchez à gauche, ça trouve que c'est la droite qui sont en train de viser. Ce qu'ils disent, ce qu'ils mettent en avant, dites-vous ils ont déjà une idée derrière, ils anticipent sur tout ce qu'ils font. Beaucoup oublient. Ce sont les 5 colonels du Mali, ce sont des gens qui communiquent beaucoup. Des gens qui communiquent beaucoup et je peux vous assurer, je peux vous garantir que ce sont des gens qui se réunissent tous les jours. Je dis bien tous les jours. Il est très rare de voir une équipe aussi dynamique. Donc ce sont des gens qui anticipent, ils sont très intelligents et très stratégiques. Ils savent ce qu'ils font. Le choix du Togo, l'Algérie s'est proposé. Oui. Il y a eu la proposition de l'Algérie qui est une puissance économique réelle. Nous savons le rôle que l'Algérie a joué pour que le Mali atteigne en tout cas ses niveaux militaires après le départ de la France. Dans le bras de fer avec la France, nous savons comment nos frères algériens nous ont appuyés. C'est le choix du Togo. Bien que nous sommes conscients que le Togo ne pèse pas, n'a pas un poids diplomatique solide au sein dans la CEDEAO, ce n'est pas un choix du hasard. Vous savez, il se passe quelque chose dans la France-Afrique. De loin, beaucoup pensent que la France-Afrique est un bloc solide, un bloc uni, un bloc compact. Mais ce n'est pas le cas. C'est un bloc dans lequel personne ne fait confiance à l'autre. Tout le monde peut être remercié à tout moment. C'est un bloc au sein duquel la trahison reste, en tout cas, le mot le plus cher. Voyez comment Blaise Compaoré a fini ses jours dans la France-Afrique. Je ne crois pas que Faure Gnassingbé, il sait qu'il ne pourra jamais mieux servir la France-Afrique comme M. Blaise Compaoré. Il sait bien qu'il ne pourra jamais mieux servir la France-Afrique. Voyez comment les autres ont terminé. Tous les pions de la France-Afrique, voyez comment ils ont été remerciés. Donc la France-Afrique récompense toujours mal ses hommes. Donc les Faure Gnassingbé se sentent menacés. Voici un président qui a déjà fait 4 mandats. Et qu'en 2025, il n'a d'autre choix que de se positionner pour un 5e mandat. Mais que doit-il faire s'il ne se trouve pas des alliés solides, des alliés qui sont des puissances militaires véritables, qui puissent le protéger, ou protéger le Togo du moins, même si lui il doit partir. Comment protéger le Togo? Comment se protéger quand il sait que les terroristes de la France n'ayant pas de place au Mali sont en train de se déplacer vers le golfe de Guinée, notamment le Togo, le Bénin et autres. Comment il peut se protéger de ces gens? Il faut s'allier à un pays qui a une expérience dans la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, le Mali a démontré ses capacités à combattre efficacement le terrorisme, puisque la France et toute l'Union européenne réunie. C'est de ça qu'il est question. Il faut voir qu'est-ce que le Togo peut gagner dans un avenir de 5 ans, de 10 ans, à s'allier avec le Mali. Et qu'est-ce que le Togo peut faire en restant accroché de l'autre côté du bloc, sachant que Faure Gnassingbé joue dans ça non seulement son avenir politique, mais surtout la stabilité du Togo. C'est très stratégique en tout cas. Vous savez, le Togo c'est un pays qui ne vaut pas une région, ce qu'on appelle une province, du Mali en superficie. Seulement la région de Koulikoro est beaucoup plus vaste que le Togo. Le Togo au Mali, ce n'est pas la dimension de l'une des 10 régions du Mali. Comprenez que le Mali fait à peu près plus de 15 fois le Togo. Donc, là où le Mali, si le Togo ne s'allie pas au Mali, c'est le Togo qui a beaucoup plus à faire. Et je pense, c'est pourquoi j'avais dit aux gens d'aller doucement. Doucement. Ceux qui se précipitaient que le Mali doit sortir de la CEDEAO immédiatement. Non. C'est le souhait de Macron, c'est le souhait de la France. Nous allons sortir de la CEDEAO, d'accord. Mais comment? En laissant la CEDEAO dans quel état? C'est ce qu'il faut voir. Nous n'allons pas laisser la CEDEAO un outil de propagande, de déstabilisation entre les mains de la France. Si le Mali doit quitter la CEDEAO, mais que la CEDEAO ne soit qu'une coquille vide. Ce qui se passe, j'ai dit, il faut voir l'impact d'un échec de Faure Gnassingbé dans cette médiation. Puisque là, le Togo est en train de faire déjà des sorties médiatiques.
Moi, je ne dis pas que Faure Gnassingbé est mort. Je sais qu'il traîne des casseroles dans le Togo. Nul ne prophète chez soi. Nous savons qu'au Togo, il a des difficultés. Il a son demi-frère qui est emprisonné. Nous avons beaucoup de prisonniers politiques là-bas. Mais il faut voir ce qu'il est en train d'apporter aujourd'hui sur la scène internationale au niveau de la CEDEAO. Comment il est utilisé peut-être par les autorités du Mali. Beaucoup doivent se détromper. Dire que Faure Gnassingbé est en mission pour avoir la junte malienne, je vous rassure tout le monde. Là où Ouattara a échoué, là où les tapages médiatiques de Bazoum ont échoué, là où tous les pays, l'Allemagne a échoué, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui va réussir ceci. Je vous assure que le coup est en train de porter contre le bloc de la France-Afrique. Très bien. Merci Issa Diawara. Je reviens à vous. Alors, je ne sais pas si la liaison avec Amina a été rétablie. Alors, que me dit la régie? La liaison avec Amina, est-ce qu'elle est rétablie? D'accord. Très bien. Alors, pendant ce temps, je rappelle, hein, Jean Sakponou essaye de nous joindre depuis les États-Unis. Est-ce qu'on peut prendre l'appel de Jean Sakponou? Alors, Jean Sakponou, c'est... Alors, si vous êtes prêt, Jean, bien le bonsoir. Merci d'être là. Ce jour encore pour la dernière édition de la semaine de votre émission préférée. Le point sur l'actualité, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, c'est bien sûr Foyou Média. Jean, bonsoir. Alors, bonsoir Foyou Média, bonsoir Bachir, bonsoir à tes invités, bonsoir Jonathan, bonsoir Diawara, bonsoir Amina. Oui, Bachir, merci pour le thème de ce soir. Et je pense que avant d'évoluer, il faut comprendre ce qui s'est passé avec l'autre médiateur, Goodluck Jonathan. Qu'est-ce qui lui était arrivé entre-temps? Et il ne pourrait plus continuer la médiation. Il faut chercher à comprendre ça. Ouais, des fois, quand nous parlons de la spiritualité, les gens ne comprennent pas. Et l'autre, là, vous vous souvenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur lui, et avec Goodluck Jonathan. Et même, il y a un chauffeur qui a été victime, qui a été tué, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas ce que nous faisons face, ce n'est pas quelque chose de très simple. Ils savent, ils voient comment faire. Maintenant, c'est Faure, entre Faure et Jonathan, qui est plus dodu en matière de leur diplomatie de pyromane, je ne sais pas quoi là, hein, de leur fausseté. Jonathan est dodu. Mais Faure est choisi parce que Ouattara ne peut pas venir. Et alors que Faure est l'enfant de Ouattara, parce que c'est Ouattara qui les dirige dans la sous-région, bon, concernant, c'est-à-dire dans la franc-maçonnerie francophone. Voilà. Donc Faure est choisi pour aller. Les Maliens savent très bien. Vous voyez l'image de ce qui se passe avec la Russie et puis l'Occident, non? La Russie accepte la médiation. Mais quand on y va, vous voyez comment ils discutent, non? C'est ça. Les Maliens savent d'avance qui est fort et dans quelle partie il milite, de quel côté il milite pour le développement, pour l'épanouissement de l'Afrique. Ils le savent très bien. Mais, ok, comme c'est ce que Yves Le Drian, ses consorts, ils ont décidé, Ouattara, ses consorts ont décidé. Oui, donc Faure maintenant veut aller à l'école du panafricanisme. Il n'a qu'à aller. Et je pense que quelle que soit leur dureté du cœur, ils finiront par comprendre que l'Afrique doit être libérée. Parce que c'est des comédiens. C'est des comédiens. Vous vous souvenez, il faut être aussi au Gabon pour aller voir Ali, parce qu'Ali décidait de se retourner se retourner vers d'autres personnes. Mais il faut être délégué pour aller. C'est comme ça qu'ils font entre eux, là. Ces gens, ces comédiens. Et leur diplomatie, c'est le mensonge. C'est comme ça qu'on leur a appris. Et ils sont habitués à ça. Donc, il n'a qu'à venir à l'école de la vérité, hein, de la prise de conscience. Je pense que il va bien noter ce qu'on lui... Ce passé de France-Africain, si je puis le dire ainsi, il y en a beaucoup quand même qui accordent le bénéfice du doute, estimant que les autorités maliennes excellaient dans la stratégie.
Tout à fait, tout à fait. Il faut y voir d'abord peut-être le fruit d'une relation qui s'est consolidée. Quand vous regardez les profils des deux ministres des Affaires étrangères, aux côtés de la République du Togo, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est en poste depuis 2013. Au niveau du Mali, un ministre des Affaires étrangères qui travaille depuis 2014, qui est dans le système des relations internationales depuis son accession à la fonction publique, qui connaît un peu plus les rouages, qui connaît bien la diplomatie togolaise parce qu'il a travaillé auprès de Moussa Faki comme conseiller. Donc, il connaît un peu plus de quoi est capable la diplomatie togolaise. Quand le ministre Diop décide d'aller rencontrer le ministre Robert Dussé, il sait effectivement avec quel type de diplomate il interagit. Donc, alors, il faut bien rappeler que Dussé, il n'a jamais caché sa proximité avec les autorités de Bamako. Hein. Même au début de la crise, quand la CEDEAO hésitait encore sanction ou pas sanction. Donc, Dussé, il était catégorique de toutes les façons. Tout à fait. Donc, ces deux ministres qui se connaissent très bien, qui certainement ont des antécédents, qui se sont parlé, qui se connaissent sur le plan de la sous-région, qui connaissent bien les apories des relations dans la sous-région, qui connaissent les avatars des relations dans la sous-région et qui vont essayer de profiter d'un ensemble de passerelles qui sont déjà existantes pour créer une alliance ou bien une alliance forte avec le Mali, dans le cas même d'un échec de la médiation. Mais toujours est-il que là, il faut entendre cela comme étant une initiative des Togolais qui veulent sauver un pan de leur économie, un pan vital de leur économie, la relation avec le Mali. Et ils profitent de la situation aussi pour affirmer leur leadership dans la sous-région. On a bien dit que sur ce plan-là, puisque vous le rappelez, il y a un désaccord profond entre le président togolais qui était opposé aux sanctions et le président Nana Akufo-Addo qui portait les sanctions. Et certainement, c'est ce que le président Faure Gnassingbé est allé porter devant le président de Côte d'Ivoire qui se trouve être le meilleur sous-préfet de la France sur le territoire d'Afrique de l'Ouest. Donc, il lui a certainement manifesté son intention de débloquer la situation à l'effet de redonner à son pays tous les pleins piliers de sa croissance. Il ne veut pas voir son pays rentrer dans une danse qui finalement est une balle tirée dans le pied. Il veut voir ce Mali, ce Burkina revenir dans des bonnes grâces, redevenir fréquentable pour les investisseurs togolais, parce que les Togolais, en matière d'investissement direct étranger, quand ils investissent à l'extérieur, les indicateurs montrent que le pays de prédilection, c'est le Mali et le Burkina Faso. Donc, cette dorsale nord qui leur permet finalement de développer eux aussi leur forme de capitalisme périphérique, c'est très, très, très important pour l'économie togolaise. Le Togo ne compte pas perdre ces éléments et il a le réflexe qui finalement est un réflexe de tout État qui se respecte dans les situations pareilles, de ramer à contre-courant des décisions de la CEDEAO. C'est maintenant à voir, est-ce que le Togo aura une démarche originale, une démarche assez persuasive, assez convaincante au niveau de la CEDEAO? Est-ce que le Togo aura la capacité, le leadership surtout, de ramener la CEDEAO à des positions beaucoup plus conciliantes? Est-ce que les autorités maliennes vont faire de leur réintégration à la CEDEAO une priorité ou bien les autorités maliennes sont dans la logique de divorce total avec tous les éléments identifiés comme étant la France-Afrique? C'est là les grandes interrogations parce que jusqu'à présent, sans présomption de lire dans la boîte de Pandore, il faut laisser à ces discussions qui sont ouvertes toute la chance soit de prospérer ou bien d'atteindre le nœud que les deux parties vont finalement lui réserver. Mais si on doit voir dans des éléments, on doit lire certains éléments déjà, c'est qu'il y a deux diplomates expérimentés qui se connaissent très bien et qui certainement vont se dire beaucoup de choses. Si le ministre Diop est sorti de là en étant optimiste, ça veut dire que le ministre Dussé a dû lui donner des garanties que les positions
souveraines de l'État du Mali seront respectées dans ces négociations. En tout cas, c'est donc tout le mal que nous souhaitons au Mali, de bien garder sa position souveraine. Issa Diawara, justement, alors quelle est la position, quelle est la priorité pour les autorités maliennes, pour vous qui êtes sur place? Est-ce le divorce total avec la CEDEAO ou alors cette priorité est plutôt orientée à son retour à la réconciliation, j'allais dire, avec l'organisation sous-régionale? Non, je pense, si nous analysons bien les décisions des autorités ici, sur place au Mali, vous savez, ce sont des gens qui ont plusieurs plans. Oui. C'est-à-dire, si le Mali doit rester dans la CEDEAO, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment conduire le pays sur le long terme? Oui. Comment faire développer le Mali sur le long terme? Comment tenir sur tous les aspects de la nation sur le long terme sans la CEDEAO, en étant toujours dans ses bras de fer? Et ils ont aussi un plan B qui est de rester dans la CEDEAO. Je pense aujourd'hui ils sont dans plutôt leur priorité, c'est quitter la CEDEAO. Ça doit être le plan A, sans nul doute, ça, et tous les efforts font dans ce sens. Vous savez, au Mali, nous sommes conscients, nous savons que le Togo n'a pas mis son veto, par exemple, contre les sanctions de l'UEMOA, contre le Mali. C'était des sanctions illégales, nous savons, là, c'est seulement 8 États, et que le Togo pouvait faire quelque chose. Le Togo n'a rien fait, ça, le Mali, nous en sommes conscients. C'est pourquoi j'ai dit je vais faire vraiment confiance aux autorités du Mali. Et ensuite, nous savons aussi que le Togo, malgré la décision rendue par la Cour de la justice de l'UEMOA, le Togo n'a pas beaucoup bougé dans ce sens. Le soutien du Togo à présent, c'est des soutiens, en tout cas médiatiques. Ils sont sortis, ils ont clamé, ils ont dit ce qu'ils pensaient, mais dans le fond, concrètement, il n'y a pas un soutien réel. Et ensuite, nous savons aussi que le Togo est un pays qui a un contingent au sein de l'aménagement. Je ne comprends pas le Mali, le Togo. J'apprécie l'analyse de mon frère au plateau et Jonathan, mais ce n'est pas que des soucis économiques. Que le Togo se soucie seulement des problèmes économiques et autres. Non, je pense plutôt à un problème beaucoup plus politique. Beaucoup plus politique parce que le Togo, et je suis en train d'acheminer vers cela. Donc il faut anticiper qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, je pense que le Togo montre un peu de méfiance dans son bloc. Le Togo ne se sent pas soutenu à 100%, fort ne se sent pas soutenu comme son père l'était par la France. Donc à tout moment, il peut être tombé parce que, n'oubliez pas, le Togo, beaucoup d'hommes politiques sont à la fois contrôlés par la France. Donc il n'y a pas d'alternative crédible. Mais qu'est-ce que lui peut faire? De l'autre côté, comment il peut se rapprocher du bloc Mali, Algérie, Russie ou autre? Donc il est aussi dans ses calculs. Je pense qu'il est plutôt en train de se rapprocher intelligemment. Et je dis son défi aussi, c'est des défis militaires. Il craint. Parce que la France, vous savez, la France a désormais presque toutes les puissances. En tout cas, tous les pays relevant de la zone Afrique francophone. Donc tous ces pays sont presque désarmés par la France. Le Mali, à l'époque, avec la France, on n'avait pas de lycée de Congo, on n'avait pas de vecteurs aériens, on n'avait aucun moyen. Donc c'est de ce côté comment le Togo peut aujourd'hui profiter du Mali pour se réarmer très rapidement. Donc ça, ce sont des soucis, en tout cas des défis auxquels la force nationale doit faire face. Mais la priorité pour les autorités du Mali, je reste convaincu, c'est une sortie de la CEDEAO, mais une sortie ordonnée. Une sortie ordonnée de la CEDEAO, c'est le même argument que la France a de l'autre côté. Elle ne veut pas se casser les dents en quittant le Mali. Et de l'autre côté, le Mali, en quittant la CEDEAO, il ne faut pas avoir les États qui ont à peu près notre position aujourd'hui. Il ne faut pas les retourner contre nous. Il faut trouver la bonne formule. C'est pourquoi le Togo est utilisé. C'est pourquoi je dis qu'il faut plutôt voir l'impact de l'échec d'une médiation togolaise. Qu'est-ce que cela aura comme impact? Puisque nous savons qu'au sein de la CEDEAO aujourd'hui, nombreux sont les États qui soutiennent la position du Mali. Et ces États vont rester comme ça et ne rien faire. Donc c'est leur avenir, c'est l'avenir de ces États aussi qui est à craindre. Donc c'est cette analyse, il faut lire les choses sous ce temps. C'est pourquoi faisons confiance aux autorités du Mali qui jusque-là ont cessé de marquer des points. Et je suis convaincu que le choix du Togo, c'est un choix très bien fait et que la priorité toujours des autorités du Mali, c'est quitter la CEDEAO. Et comprenons aussi que ce choix de la CEDEAO, peut être une façon à présent de gagner du temps pour les autorités du Mali. Et ce n'est pas
qui savent que le Togo aussi n'a pas un réel poids diplomatique dans la zone CEDEAO. Comment utiliser, comment faire semblant de faire un bon geste, montrer qu'on a un peu de bonne foi. Donc gagner du temps en attendant de préparer ce qu'ils sont en train de préparer dans le pays. Et que je me retiendrai quand même d'en parler sur les médias. Voilà, merci Issa Diawara. Alors Issa qui nous dit, pour refermer cette édition, faisons confiance aux autorités du Mali, elles savent ce qu'elles font, c'est des stratèges, certainement le choix du Togo n'est pas anodin, Jonathan. Oui, il n'est pas exclu que lorsque la réunion de la CEDEAO s'est tenue, le ministre Jussé et le ministre Diop se soient parlé. Et la position du Togo n'étant pas loin de celle de la Guinée-Conakry, donc opposée aux sanctions, arrange bien le Mali parce que c'est des soutiens au sein de l'organisation. Maintenant, est-ce que ces soutiens sont... Est-ce que, par exemple, le soutien du Togo est vécu comme étant un soutien sincère? Ça, en quoi il faut l'interroger. On peut le regarder du point de vue du prisme historique. Sous le prisme historique, il n'y a que la relation du Togo à la France a été une relation très anormale, paternaliste. Et puis, le Togo a été utilisé pour la déstabilisation de plusieurs pays de la sous-région. La mort de Thomas Sankara, le pays de Togo a été cité. Mais toujours est-il qu'actuellement, le Togo est dans un enjeu vital. Et le Togo a une chance, ce que disait M. Diawara, notre frère, le général. C'est vrai, oui, le Togo veut enfin revenir comme étant un leader de la sous-région. Depuis le départ du feu président Gnassingbé Eyadema, l'office n'a pas été suffisamment considéré. Nous avons parlé d'entrée de jeu, de son revirement, de son rapprochement vis-à-vis des Chinois, qui sont beaucoup plus présents au Togo, au profit de ses partenaires classiques occidentaux. On connaît, tout à l'heure on a abordé OSIWA, Open Society Initiative in West Africa, qui a engagé des campagnes via Amnesty International et d'autres organisations de la société civile, entre guillemets, qui sont manipulées par l'Occident et qui ont engagé des campagnes contre le président Faure Gnassingbé, notamment lorsqu'il briguait son 4e mandat. Donc, le président Faure s'est retrouvé dans une situation où il se sent ostracisé par les anciens partenaires de son père, où il se sent en disgrâce dans les réseaux de son père, pas totale disgrâce, mais en disgrâce avec les réseaux officiels. Donc, il essaye de se reconstituer sa propre aire d'influence. Et aujourd'hui, il a une opportunité, c'est s'exprimer sur le dossier malien comme étant un pays qui a sa propre solution sur le dossier malien. Donc, il va devoir jouer une carte assez sensible. Si ça échoue, ça sera à ses dépens parce que là, finalement, le leadership qu'il avait voulu gagner, il aura totalement perdu. Il sera discrédité sur le plan de la scène sous-régionale. Mais s'il réussit à trouver un agenda conciliant entre la CEDEAO et le Mali, eh bien, ce sera d'une pierre deux coups parce que le Togo sera revenu en tant que leader affirmé dans la sous-région et le Togo aura enfin retrouvé ses partenaires économiques qui lui permettent d'avoir des chiffres positifs sur sa balance commerciale. Donc, le Togo joue gros sur ce dossier malien. Le Togo en est conscient. Maintenant, le Togo va-t-il être capable de soutenir les enjeux de la question du dossier malien? C'est là toute la grande question et l'équation à résoudre. L'équation à résoudre, ce sera certainement pour bientôt. En tout cas, on a le regard bien fixé vers le Mali et vers cette médiation togolaise. Merci à Issa Diawara, à Amina Fofana qui a eu un imprévu, qui nous a quitté un peu plus tôt dans l'émission, mais elle reviendra dans les prochaines. Merci à Jonathan Batengene, à toute l'équipe technique avec qui nous avons préparé et produit cet autre numéro. Du point sur l'actualité, eh bien on fait un clin d'œil à notre partenaire et on se retrouve très très bientôt sur les mêmes antennes. Bonsoir. Spécial pèlerinage organisé par Elite Voyage, votre agence de voyage agréée en organisation d'expéditions de groupe, passionnés du Christ, amoureux de nouvelles découvertes, congrégations religieuses ou groupes chrétiens. Saisissez cette occasion spéciale pour marcher sur les pas de Jésus-Christ
en Israël et de Moïse en Égypte. 2 pays mythiques, des hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Du 5 au 15 juillet 2022, participez au voyage d'Israël et de l'Égypte. Visitez les lieux uniques au monde tels que Bethléem, les monts des Oliviers, Golgotha, la piscine de Bethesda, Nazareth, Jérusalem, Canaan, le mur des Lamentations, Sodome et Gomorrhe et bien d'autres sites en Israël. En Égypte, le mont Sina, la mer Rouge, le village qui a accueilli la famille sainte. À 2 300 000 francs CFA, ce montant vous donne droit aux 2 visas Israël et Égypte, l'hébergement en Israël dans des hôtels 4 étoiles, en Égypte dans un hôtel 5 étoiles au bord du Nil, 3 repas par jour, visite guidée et transport dans tous les sites. Inscrivez-vous dès maintenant à une agence Élite Voyage de Douala à Bali, face SGC et Bissek, ou de Yaoundé à Vieux-Panier, en appelant aussi le numéro ci-dessous. À tous les pèlerins, soyez tous bénis.